heureux de vous retrouver pour ce 7e opus des entretiens de naturopathie avec Alain Tardif. Enchanté à vous tous, à vous toutes, à vous tous. Et moi-même, bien sûr. Amis de la naturopathie. Comme c'est bien dit. Alors, le sujet qui nous occupe présentement, c'est la problématique des perturbateurs endocriniens. Un sujet bien à la mode. Hein. Un sujet bien à la mode, malheureusement. Oui. Et avant de laisser la parole à notre expert, Alain Tardif, je voudrais rappeler ce que c'est que le système hormonal, puisqu'on parle de perturbateurs endocriniens. Donc il faut quand même avoir une petite idée de ce qu'on entend par système hormonal. Donc ça concerne évidemment ce qu'on appelle scientifiquement parlant le système endocrinien. Et le principe du système endocrinien et donc des hormones qui est associé à cette notion est très simple. Nous avons dans le corps un certain nombre de glandes qui synthétisent des hormones, et ces hormones vont être ensuite libérées dans le sang et aller agir à distance sur des cellules ou des organes cibles qui eux-mêmes disposent de récepteurs à ces hormones. D'accord ? Voilà. Donc c'est un messager à distance. Voilà. Donc il y a ceux qui fabriquent les hormones et ceux qui les reçoivent. Et entre les deux, il y a le messager. C'est la fameuse hormone. Voilà. Un exemple classique, l'insuline par exemple, que tout le monde connaît, oui. Qui est sécrétée par le pancréas, donc dans sa fonction endocrine, au sens où cette hormone va aller directement dans le sang, et en circulant dans le sang, elle va activer des récepteurs de certaines cellules de l'organisme qui, à ce moment-là, vont comprendre qu'il faut intégrer le glucose à l'intérieur de la cellule. D'accord ? Voilà. Et on a tout un tas d'hormones comme ça dans le corps qui jouent des rôles de régulation à différents niveaux. Voilà. Alors, tout cela est bien joli, mais il y a des petits coquins qui viennent perturber ce beau concert voilà. qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, justement. Alors, avant de parler de l'impact des perturbateurs endocriniens, je vais ajouter que lors de l'embryogénèse, l'embryon se développe en fonction d'actions d'hormones, justement, ou de substances comparables à des hormones qui vont donc donner des indications sur comment doit se développer l'embryon, si on peut s'exprimer simplement. C'est-à-dire que l'embryon va se développer selon un plan prédéfini grâce notamment à des messagers chimiques qui sont des messagers proches du système hormonal, et notamment c'est sous le contrôle de ces messagers chimiques que se met en place, par exemple, les futurs organes sexuels de l'enfant et du futur adulte. Mais aussi les bras, les jambes, etc. Il y a plein d'expériences amusantes sur l'embryologie qui montrent que les cellules se spécialisent peu à peu. C'est ce qu'on appelle l'épigénèse. L'épigénèse, c'est la spécialisation cellulaire des différents tissus. Selon l'endroit où la cellule se place dans le tissu embryonnaire, elle deviendra soit une cellule de deuil, soit de pancréas, soit de foie, etc. Et si elle se situe à un endroit où ça sera le pancréas, elle ne peut pas devenir une cellule du foie. Ça, c'est commandé par tout un tas de messagers chimiques qui coordonnent comme ça ce développement embryonnaire. Et les perturbateurs endocriniens, c'est là qu'ils arrivent et qui vont faire quoi? Eh bien, ils vont faire passer quelque part des vessies pour des lanternes. Alors effectivement, là, à ce sujet-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les perturbateurs endocriniens, on va les objectiver ensuite, peuvent perturber de différentes manières. Soit ils peuvent mimer l'hormone, en remplaçant, et donc avec des effets peut-être de surdosage, soit ils peuvent bloquer les récepteurs hormonaux, tout à fait, naturels de l'hormone, soit ils peuvent aussi contrecarrer la production de l'hormone, ou ces mécanismes de régulation. Voilà. Donc il y a différents niveaux d'action, et les conséquences peuvent être extrêmement dommageables. Voilà. Alors, au niveau de l'embryon, parce qu'évidemment, ces perturbateurs endocriniens agissent aussi chez nous, dans les corps d'adultes. Mais chez nous, c'est moins grave, si je puis dire, parce que ce perturbateur endocrinien, s'il y a une action, par exemple, qui va mimer les œstrogènes, eh bien, ça va, chez une femme,
adulte risquait de favoriser le développement de Ça peut augmenter le risque de tissus d'endométriose, l'endométriose, d'autisme, etc. etc. Mais chez un embryon, par exemple, les œstrogènes vont empêcher la mise en place correcte du tissu. Ce qui fait que chez un futur garçon, ça peut entraîner une stérilité partielle ou totale, voire même une perturbation de la mise en place des organes physiques. On le retrouve dans les milieux naturels, chez les poissons, etc. Voilà, on voit des enfants qui n'ont pas de pénis ou pas de testicules. Et puis chez les filles, ça peut favoriser une mise en place d'organes beaucoup plus précoces. Et c'est là qu'on se rend compte que la puberté chez la fille, avant était à 10-11 ans, et maintenant elle est 8 ans, 9 ans. Et ça accroît les risques de cancer hormonodépendant chez la femme, ça accroît les risques d'endométriose. Il n'y avait que 2 cas d'endométriose, paraît-il, recensés avant les années 40. Et après les années 40, ça s'est démultiplié considérablement du fait des perturbateurs endocriniens qui sont issus de l'industrialisation. Alors, justement, un petit point sur qu'est-ce que c'est que ces perturbateurs endocriniens. Ils peuvent être naturels d'ailleurs, mais la plupart sont chimiques de synthèse liés à l'industrie, dérivés du pétrole notamment. Alors, vous avez tous entendu parler du bisphénol A, des phtalates, des PCB et ainsi de suite. Les pesticides. Les pesticides, il y avait le DDT qui a été interdit, il y en a d'autres qui... Alors, il y a notamment tous les pesticides organochlorés et organophosphorés. Dans les organochlorés, il y en a un qui déconne vraiment, c'est le chlordécone. Ah oui, le chlordécone, lui, il déconne. Le chlordécone, voilà, c'est un exemple typique. Alors, il n'y a pas que celui-ci qui déconne beaucoup, tous les autres déconnent beaucoup aussi, mais les organochlorés et les organophosphorés sont très utilisés en agriculture intensive comme pesticides, insecticides, etc. Donc, lorsqu'on les retrouve, alors, il y a aussi les dioxines. Les dioxines qui sont émises par les stations. Bon, là, on a fait des progrès sur les émissions de dioxines. Mais même les dioxines naturelles issues de la combustion du bois peuvent avoir aussi des effets perturbateurs. En fait, on est exposé de multiples façons. Parce qu'on mange, qu'on boit, par l'air qu'on respire. Les diesels peuvent induire aussi des choses comme ça. Voilà. Donc, on est cerné de toutes parts. Et puis, dans la maison, parce que vous avez les composés organovolatiles, des substances liées à l'ameublement ou au décor qui peuvent aussi... On peut citer le fameux film « Nos enfants nous accuseront ». Vers la fin de ce film, une femme donne naissance à une fille qui avait l'âge de 13-14 ans, a un cancer. Et cette femme, pendant la grossesse, avait l'habitude de vaporiser des anti-moustiques dans la pièce où elle vivait, où elle était le plus souvent. Beaucoup d'anti-moustiques, et ces anti-moustiques contiennent quoi? Des insecticides qui ont des vertus perturbatrices endocriniennes. Voilà, donc ces perturbateurs endocriniens vont passer, alors au niveau du placenta, chez la femme enceinte, les perturbateurs endocriniens vont passer la barrière placentaire. C'est le professeur Sultan, qui est un éminent spécialiste des perturbateurs endocriniens au CHU de Montpellier, qui explique qu'on retrouve plus de 200 composants perturbateurs endocriniens, parfois dans certains cordons ombilicaux, ce qui est énorme. Donc, les perturbateurs endocriniens, c'est vraiment un sujet extrêmement fondamental. Ouais. Alors, d'autant plus qu'en naturopathie, on a un principe de base qui est assécher les sources toxiniques. Alors, comment on fait, Alain, pour... c'est une question de société. C'est une question de santé publique. On peut faire des choses, mais est-ce que... C'est une question de santé publique, parce que bien sûr, on peut dire à quelqu'un de manger bio au maximum, mais il faudrait à la limite que tout le monde prenne cette conscience de manger bio, de ne pas utiliser de pesticides de synthèse, de faire attention au bisphénol, etc. etc. Donc c'est un choix individuel, mais ceci des choix collectifs. C'est des choix de société aussi. Alors il y a un problème qui est très important à soulever. C'est que ces perturbateurs endocriniens sont aussi la cause
la baisse de fertilité masculine Oui, depuis, tout à fait. depuis à peu près une cinquantaine d'années. Il y a un impact sur la spermatogénèse. Sur Voilà, la qualité on du rencontre de sperme, plus en etc. plus des couples stériles du fait de l'homme qui a un spermatogramme catastrophique où il y a 10%, 15% des spermatozoïdes par rapport à la normale. Le spermatogramme moyen de l'homme en Occident a chuté de 50% en 50 ans. Et c'est pas prêt de s'arrêter, ça continue. Hein. Donc ça, c'est quand même une grosse inquiétude. Hein. C'est la perpétuation de l'humanité qui est en jeu. Certains vont dire... Ça peut être intéressant pour limite, ceux qui sont contre la croissance démographique. Oui, pour certains, on va dire, bah, tant mieux. Mais attention, c'est aussi l'augmentation des dépenses de santé liées à des maladies dites congénitales. Parce que quand ça touche l'adulte, le perturbateur endocrinien, on peut s'en prémunir. Bon. Mais quand ça a touché le fœtus, c'est terminé. On ne peut plus rien faire. C'est irréversible. Donc c'est ça qui est grave. Alors, et ça a été dénoncé déjà dans les années 90 par une zoologue américaine qui s'appelait Theo Colborn. Hein, vous pouvez lire encore son ouvrage que vous trouvez dans les bouquins d'occasion chez Terre Vivante. L'homme en voie de disparition, point d'interrogation. Bon. Et ce livre, moi je me souviens, j'ai rencontré cette biologiste américaine. Hein, c'était Biocontact qui m'avait envoyé faire une interview de cette biologiste pour le compte de leur revue. Mais c'était absolument hallucinant, comme on avait toutes les preuves déjà à l'époque. Il y a plus de 20 ans. Hein. Alors peut-être que, une petite aparté, quelques conseils pratiques que je vais vous donner si vous voulez limiter la casse à ce niveau-là, hein, que vous soyez une femme enceinte ou une personne lambda, d'accord. D'abord, évidemment, essayez de manger le plus bio ou naturel possible, hein, pour éviter l'ingestion de pesticides. Éviter d'utiliser dans la maison des produits discutables, comme des insecticides divers et variés, plus ou moins chimiques, des bougies parfumées, des cosmétiques discutables également. Hein, choisissez des cosmétiques bio. Cosmétiques bio, si possible. Aérer suffisamment les pièces régulièrement. Voilà, bon... Voire, pour les cosmétiques, apprenez à faire vos cosmétiques vous-même. C'est tout à fait possible. Il y a tout un mouvement à l'heure actuelle pour apprendre à faire ses cosmétiques avec que des produits naturels. Évitez bien sûr le plastique au maximum. Au maximum bien sûr, parce que pour l'instant, éviter la totalité du plastique, c'est pas évident. Hein, la preuve, nous-mêmes on est tributaires de ça. Mais moi par exemple, pour mes compléments alimentaires, j'abandonne les flacons en plastique. Très bien. Pour les flacons en verre. Les bouteilles en plastique, même si certaines sont moins... Mais voilà. Dès qu'une bouteille est exposée à la lumière, au soleil, il peut y avoir des migrations de substances dans l'eau. Donc vraiment, c'est extrêmement important d'avoir conscience de ces perturbateurs endocriniens, de ne pas attendre tout de l'État, mais quand même, nous en tant que consommateurs, avoir cet acte citoyen, comme dit Perico Légas, de voter avec son porte-monnaie, mais aussi, quand on produit, de voter aussi avec son porte-monnaie, de faire des choix de production qui soient respectueux et de l'environnement et de notre santé endocrinienne. Hein, ça va ensemble. Hein, ça va ensemble. Donc c'est un sujet qui est très important. Notre avenir dépend de ça. Hein, on peut donc pour conclure, soyez endocrino-écolo. Voilà. Hein, exactement. Mais... Vive l'endocrino verte. Voilà. Merci. Merci.